une année de guerre coûte 120 milliards de dollars. 60 milliards viennent du budget ukrainien. Il faut donc que je trouve 60 milliards pour l'année prochaine. L'Union européenne n'arrive pas à étouffer financièrement la Russie, mais désormais c'est même elle qui est à bout. Elle doit financer seule, sans le concours américain, le fonctionnement de l'État et de l'armée ukrainienne. L'addition à payer que leur a présenté Volodymyr Zelensky est assez corsée. Oui, c'est vrai que de nombreux États membres ont soulevé cette question, à savoir que l'Ukraine a un gros déficit de financement. Et nous devons trouver des financements tout de suite. Problème, certains ne veulent plus payer, pas seulement par peur de la corruption, mais parce que ça ne marche pas. L'armée russe avance, les pertes s'accumulent, la mobilisation s'intensifie. La Hongrie et la Slovaquie ont dit clairement non. C'est un fait dont nous devons et avons déjà tiré les conclusions. Soutenir l'Ukraine dans sa lutte pour la paix en Europe, l'aider, et cela peut durer encore un bon bout de temps. Ceux qui sont plus intelligents ne veulent pas saisir les avoirs. Vraiment. Ce n'est même pas de l'ironie. Et ce n'est pas pour viser ceux qui sont moins intelligents. Bien sûr que c'est pour viser ceux qui sont moins intelligents. Mener une guerre contre un pays aussi grand et puissant en termes de ressources que le pays occupant, la Fédération de Russie, c'est extrêmement cher. Les sommes qui ont été annoncées, à savoir 172 millions de dollars par jour, sont justes. On pourrait calculer combien cela coûte par an pour voir que nous ne serons pas en mesure de gérer de telles dépenses tout seuls. Mince. Les dirigeants ukrainiens se gavent de combien? Et ça, comme il dit, c'est le contribuable européen qui paye ça. On parle quand même là de Zelensky, un acteur à la base, un comédien qui a réussi à faire le casse du siècle, la carrière la plus rentable de l'histoire. Son boulot, c'était de jouer un président IRL. Il a dit, tiens, vu que je suis président, est-ce que je peux détourner de l'argent? Oui, allons-y. Full détournement. Volodymyr Zelensky, cet ogre vorace qui n'en a jamais assez de l'argent des Européens. En même temps, les Européens font quoi avec? Donner. En tout cas, Zelensky demande encore plus d'argent. Comme il est écrit, l'Ukraine demande à nouveau que l'Europe la finance. Il veut plus d'argent, il veut encore l'argent. Tout l'argent qu'on lui a donné depuis 2019, là, ça ne suffit pas. Je n'ai pas dit 2022 parce que ce n'est pas en 2022 qu'on a commencé à lui verser d'argent. C'est quand il est arrivé au pouvoir. Donc depuis qu'il est au pouvoir, là, tout l'argent qu'on lui donne, ça ne suffit pas. Quand la guerre a commencé, les Européens ont encore plus donné l'argent. Mais ça ne suffit toujours pas. Ils demandent encore. Écoutons ce qui se passe. Menace russe, frappe imaginaire, discours alarmiste. L'Ukraine ressort son vieux scénario préféré, avec un objectif bien concret, décrocher de nouveaux milliards. Le budget 2025 se dessine, mais les caisses sont vides. Faire la paix, réduire les dépenses, très simple. Quand on peut tendre la main, pourquoi se priver ? D'ailleurs, je pense qu'à l'ONU, Zelensky a littéralement fait comprendre qu'il voulait pouvoir poursuivre la guerre jusqu'en 2026. Une chose qui est peu connue, c'est que ce gars planifie la poursuite de la guerre. Le 22 septembre, Zelensky a pris l'avion pour aller aux États-Unis, où son objectif était de parler au nom des grandes puissances de l'Union européenne. Et surtout, il devait s'entretenir en face à face avec Donald Trump. Je ne sais pas si les infos vont bientôt fuiter. Il devait parler des sanctions. Parce que Zelensky prépare, au nom de l'Union européenne toujours, un plan pour pouvoir poursuivre la guerre en 2026. Et l'idée centrale qu'il a présentée à Donald Trump, c'est de pousser les Américains à bloquer totalement les exportations du pétrole russe. L'idée, c'est qu'il n'y a plus un seul baril de pétrole russe qui circule sur le marché. Même pas par la fameuse flotte fantôme qu'il n'arrive pas à localiser, qu'il n'arrive pas à trouver, ou alors par d'autres moyens détournés. En clair, c'est aux États-Unis et aux Européens qui ne peuvent pas se passer du pétrole russe qu'ils demandent de faire monter la pression économique de la Russie. En même temps, ils doivent bien le faire. Ce sont les Européens qui l'ont envoyé à la guerre. Sur les garanties de sécurité, c'est beaucoup plus flou. J'espère qu'on aura des éclaircies dans les prochains jours. On a le président de la Finlande qui a déclaré au Guardian que l'Union européenne est prête à combattre la Russie sur le terrain. D'ailleurs, ils veulent être dépêchés. La traduction simple, c'est que certains pays européens acceptent d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien, au risque de ce que la Russie a prévenu à tout le monde. Donc, le message que Zelensky doit apporter à Trump pour les dirigeants de l'Union européenne est que le plan A, plus de sanctions sur le pétrole de la Russie. Plan B, un contingent européen en Ukraine. Dans un cas comme dans l'autre cas, ce n'est pas jouable. Mais il a aussi fait comprendre qu'une condition cruciale, c'est de sécuriser complètement le ciel. Et ce sont les Américains qui auront la responsabilité d'abattre les missiles et les drones qui menaceraient, par exemple, les positions militaires européennes en Ukraine. Si jamais ils acceptent de déployer les soldats européens en Ukraine, en sapant tous les interdits de la Russie. Et maintenant, le principe, c'est que si Washington garantit ça, alors l'engagement européen va devenir possible. Sinon, ça bloque. Donc, en gros, les Européens ont envoyé Zelensky un peu comme le petit frère qu'on envoie pensant que, bon, lui, on va pas trop le taper. C'est ça l'idée.
Et bien évidemment, après tout ça, les rumeurs disent que Trump ne va pas accepter un tel plan. Mais les Américains peuvent quand même essayer de tenter quelque chose, voir comment la Russie réagit, voir comment la situation évolue avant de se rétracter. En gros, voilà ce qui se passe. Donc vous intégrez toutes les demandes là à Donald Trump, en plus de ça, du fait qu'il veut le plus d'argent. Avant de poursuivre, laisse-moi te parler d'une nouvelle chaîne qu'on a créée, Excel Enrich. C'est notre espace 100% tech. Les secrets des grandes plateformes, les révolutions plus ou moins silencieuses de la technologie, l'économie numérique et toutes ces innovations qui changent ta vie, voire qui vont changer notre société. Si tu veux comprendre ce qui se cache derrière l'écran, découvrir des histoires que personne ne raconte et avoir un vrai regard d'avance sur la technologie, donc va, tu t'abonnes et puis tu reviens, on continue la vidéo. Là par exemple, on a publié une magnifique vidéo sur une question intéressante. Et si Google disparaissait, tu vas vite te rendre compte que ce n'est pas un simple outil qu'on utilise pour faire de la recherche. Une année de guerre coûte 120 milliards de dollars. L'Ukraine finance 60 milliards de dollars. Il faut donc que je trouve 60 milliards pour l'année prochaine. 60 milliards, c'est plus que le PIB de pays entiers comme la Lettonie, l'Estonie ou Chypre. C'est la comparaison qui m'a mis KO. C'est la comparaison qui m'a mis KO. Attendez, note un truc. Qui peut allouer une telle somme? Les États-Unis ont changé de ton sous l'administration Trump. Fini l'aide directe. Désormais, Washington vend des armes aux Européens. Non, c'est terminé. Donald Trump ne peut même pas donner l'argent. Il ne donne plus rien à personne. Déjà qu'il se plaint que vous lui devez 350 milliards. Pensez que c'est encore lui qui va sortir même un franc pour vous. À eux de jouer. Nous vendons donc des missiles et du matériel militaire pour des millions et des millions, voire des milliards de dollars aux membres de l'OTAN, avec qui je m'entends très bien et avec qui nous entretenons d'excellentes relations. Mais c'était une aventure extraordinaire. Ils financent donc toute la guerre. Nous ne finançons rien. Et quid de l'Europe, elle qui a déjà injecté plus de 160 milliards d'euros en Ukraine? À Bruxelles, l'ambiance n'est plus à l'euphorie, mais à la calculette. Il va falloir trouver d'autres sources. Oui, c'est vrai que de nombreux États membres ont soulevé cette question, à savoir que l'Ukraine a un gros déficit de financement. Et nous devons trouver des financements tout de suite. Problème, certains ne veulent plus payer, pas seulement par peur de la corruption, mais parce que ça ne marche pas. L'armée russe avance, les pertes s'accumulent, la mobilisation s'intensifie. La Hongrie et la Slovaquie ont dit clairement non. Avant qu'il ne passe à la suite, est-ce que l'Europe est même en capacité de pouvoir financer 60 milliards de dollars supplémentaires? On prend un peu quelques données pour pouvoir contextualiser, pour pouvoir bien répondre à la question. Déjà, l'Union européenne et globalement les membres de l'OTAN ont déjà engagé des sommes considérables, très importantes, pour pouvoir soutenir l'Ukraine. En même temps, c'est une guerre qu'eux, ils déclenchent avec la promesse de financer tout. Donc, y compris des aides financières, militaires, humanitaires et j'en passe. Là, on est juste sur l'argent, pas le reste. Le budget initialement prévu de l'Union européenne en Ukraine est de 54 milliards d'euros. Et ça, c'est pour la période jusqu'en 2027. Ils ont prévu 54 milliards jusqu'en 2027 pour pouvoir appuyer la reconstruction ou la modernisation, etc., etc. En plus de ça, l'Union européenne a mis en place des mécanismes nouveaux. Par exemple, le blocage et le gel d'actifs russes, l'emprunt commun, l'aide macro-financière ainsi que des prêts concessionnels. Et aussi d'autres mécanismes qu'ils ont mis en place comme ça pour pouvoir grappiller de l'argent un peu de partout. Mais dans les choses que l'on sait toujours, c'est qu'il y a des États membres de l'Union européenne qui sont extrêmement endettés, qui présentent des déficits budgétaires terribles, qui subissent des inflations, des pressions sociales, des coûts énergétiques très élevés, ce qui limite leur marge de manœuvre. Donc, quelles sont les contraintes principales actuellement? Je suis parti du principe qu'on exclut Donald Trump. Déjà, il y a une dette publique très élevée ou alors le déficit budgétaire. Plusieurs pays d'Europe, trop de pays d'Europe sont déjà en déficit structurel. Donc, ça va limiter leur capacité d'emprunter comme la France, sans alourdir le coût du service de la dette ou alors sans risquer une crise de confiance majeure. Les pays européens ont des priorités internes très fortes, que ce soit l'inflation, la hausse des prix de l'énergie, les coûts sociaux, retraite, santé, éducation, chômage et j'en passe, les problèmes de logement, etc., etc. Et il y a beaucoup de gouvernements qui ressentent une pression populaire constante. Il y a, rien qu'en France, eu combien de manifestations ces derniers jours? Les populations sont en train de manifester pour que les ressources du pays soient consacrées au pays avant d'être données à l'Ukraine. La majorité de la population européenne reproche actuellement ça à leur gouvernement, qu'ils priorisent les gens à l'extérieur et les délaissent eux. Il y a aussi le fait qu'en Europe, tous les pays n'ont pas la même attitude vis-à-vis de l'aide en Ukraine. Il y a certains qui veulent continuer de soutenir fortement
l'Angleterre, la France, malgré ses problèmes économiques, ou encore l'Allemagne. Mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus réticents, la Hongrie par exemple. Donc le financement européen nécessite souvent l'unanimité, ou alors au moins un consensus très large, ce qui peut ralentir ou alors limiter les décisions. Et même si l'Europe pouvait mobiliser des fonds via les emprunts ou alors via des assets gelés, l'argent qu'ils volent à la Russie constamment là, tous les pays ne disposent pas suffisamment de marge budgétaire. Et comme il l'a dit, les 60 milliards là, c'est déjà plus que le budget de certains pays de l'Union européenne en question. Forcément, s'ils s'engagent dans ça, sur le moyen terme, la population européenne va devenir encore plus virulente et encore plus nerveuse sur ces questions. L'Union européenne a aussi des règles budgétaires, même si ça a été rendu flexible ces dernières années. Donc, ils ont des contraintes sur l'endettement, sur l'utilisation des fonds, la transparence, les réformes nécessaires ou alors même des blocages sur le côté ukrainien, etc. Ça fait en sorte que l'argent ne va pas sortir comme ça de nulle part du cerveau de Kaja Kallas. Ou encore des mains toutes fripées et toutes ridées d'Ursula von der Leyen. En tout cas, à la fin de la journée, ils sont quand même capables de mobiliser les 60 milliards. Est-ce qu'ils le feront? Parce que le coût et le sacrifice que ça va leur demander va créer encore plus de tensions en interne qu'autre part. En se servant de leur capacité de vol, le gel des actifs russes là, ils vont pouvoir mettre ça sur les marchés, essayer d'emprunter, même si ils vont gratter l'argent là de mille et une manières. Ils peuvent trouver les moyens de financer. Ils peuvent essayer d'argumenter. Ils peuvent même dire que les 60 milliards là, ils vont échelonner ça de X ou Y manière. Ils peuvent. Ce sera très très dur, ils peuvent. Mais est-ce qu'ils sont prêts à payer le coût de ça en réalité? Voilà, c'est tout, hein. C'est la question là à se poser. Et surtout, est-ce que les populations vont valider ça? Pas un centime à l'Ukraine. Mais le camp du toujours plus existe encore, avec, à sa tête, l'Allemagne. C'est un fait dont nous devons et avons déjà tiré les conclusions. Soutenir l'Ukraine dans sa lutte pour la paix en Europe, l'aider, et cela peut durer encore un bon bout de temps. L'Allemagne, celle qui patine dans la récession pour la deuxième année de suite. La France aussi continue de soutenir l'Ukraine, malgré un climat social explosif, une croissance à tonnes et un chaos politique. Mais pas de panique, Bruxelles a trouvé la solution miracle. Quand on ne veut pas puiser sa poche, on va fouiller dans celle des autres. Il nous faut travailler d'urgence sur une nouvelle solution pour financer l'effort de guerre de l'Ukraine à partir des avoirs russes gelés. Traduction, piocher dans les actifs de la Banque centrale russe, gelés dans les pays du G7. Ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme qualifient cela de sanctions. En réalité, c'est tout simplement un pillage. Ceux qui sont plus intelligents ne veulent pas saisir les avoirs. Vraiment. Ce n'est même pas de l'ironie. Et ce n'est pas pour viser ceux qui sont moins intelligents. Bien sûr que c'est pour viser ceux qui sont moins intelligents. Il fait simplement en sorte de tirer sur la personne qui se sent mauvaise, c'est tout. Pourquoi? Parce que les personnes plus intelligentes sont celles qui font de la finance, les économistes. Ils comprennent que cela détruira complètement tous les principes des activités économiques et financières internationales et affectera, sans aucun doute, de manière considérable l'économie mondiale et les finances internationales. Plus d'argent, plus d'hommes, mais toujours la même obsession, continuer à se battre. Zelensky préfère emprunter encore et encore, plutôt que de signer la paix. Pourquoi pas d'ailleurs? Ce n'est pas lui qui remboursera, ce sera à une génération entière d'Ukrainiens. Des gens qui n'étaient absolument pas d'accord avec tout ça. S'il reste encore un État à défendre. L'Union européenne n'arrive pas à étouffer financièrement la Russie, mais désormais c'est même elle qui est à bout. Elle doit financer seule, sans le concours américain, le fonctionnement de l'État et de l'armée ukrainienne. L'addition à payer que leur a présenté Volodymyr Zelensky est assez corsée. Oui, les garanties de sécurité seront en vigueur en temps de paix. Mais pendant la guerre, par exemple, pour aujourd'hui, le prix de cette guerre et de tous les défis auxquels nous sommes confrontés, une année de guerre coûte 120 milliards de dollars. 60 milliards viennent du budget ukrainien. Il faut donc que je trouve 60 milliards pour l'année prochaine. J'espère que nous mettrons fin à cette guerre, mais quoi qu'il en soit, le plan A consiste à y mettre fin. Le plan B, à trouver 120 milliards. C'est tout. Il s'agit d'un défi d'envergure. Je ne dis pas qu'en temps de paix ou de cessez-le-feu, ou sous les garanties de sécurité, nous aurons besoin d'autant d'argent pendant 10 ans. Mais il faut que vous réalisiez l'ampleur de cette question. C'est pourquoi nous discutons beaucoup de ces financements. Le chef d'état-major général de l'armée ukrainienne, le général Gnatov, a annoncé le coût journalier de la guerre pour les contribuables européens. Écoutons-le lui aussi.
Mener une guerre contre un pays aussi grand et puissant en termes de ressources que le pays occupant, la Fédération de Russie, c'est extrêmement cher. Les sommes qui ont été annoncées, à savoir 172 millions de dollars par jour, sont justes. On pourrait calculer combien cela coûte par an pour voir que nous ne serons pas en mesure de gérer de telles dépenses tout seuls. Mince, 172 millions de dollars par jour et vous continuez de faire la guerre comme si de rien n'était. Dans les 172 millions de dollars par jour, là, les dirigeants ukrainiens se gavent de combien? Et ça, comme il dit, c'est le contribuable européen qui paye ça. Mais non, soulevez-vous en Europe. Non, il faut vous soulever. 172 millions de dollars par jour pour une guerre que vous ne comprenez pas. Pour une guerre dont vous n'êtes pas à l'origine. Pour une guerre de proxy des États-Unis qui, entre-temps, se sont lavés les mains de toutes les dépenses. Mais vous êtes toujours empêtré dans ça. 172 millions de dollars par jour. Non, il faut qu'il calcule. Effectivement, après calcul, ça fait 62 milliards 780 millions. Oui, 62 milliards. Donc Zelensky a raison quand il parlait de 60 milliards. Mais sauf que Zelensky a arrondi les milliards parce que c'est 62 milliards 780 millions. Je veux même les 80 millions d'euros de la fin là. Ouais. L'argent gaspillé, c'est pas bien de partager ça aux gens. Selon le Watson Institute for International and Public Affairs, je veux même seulement 1 million là-dedans. Même 100 000. 100 000 euros, c'est bien aussi. les États-Unis ont dépensé environ 2300 milliards de dollars lors de la guerre en Afghanistan de 2001 à 2022, ce qui correspond en moyenne à environ 315 millions de dollars par jour sur une période de 20 ans. Cette guerre... Même les États-Unis là ne sont pas en reste. Hein. En plus, tout ça pour une guerre qu'ils ont fini par perdre. Et là, on entend Donald Trump qui dit qu'il va encore retourner s'embouber dans ça. C'est soldé par une défaite américaine humiliante. François Martin, je me tourne de nouveau vers vous. Dans la mesure où les Américains, en payant 315 millions par jour, n'ont pas réussi à vaincre l'Afghanistan, comment est-ce que les Kieviens, même supportés par l'OTAN, avec 172 millions par jour, peuvent prétendre vaincre la Russie? Bon, je suis curieux d'entendre la réponse, parce que ça, c'est un casse-tête. Hein. Ils ne prétendent pas vaincre. Ils prétendent simplement qu'on leur donne suffisamment d'argent pour qu'ils puissent en détourner pour leurs vieux jours et leurs prochaines années, et même leurs prochains mois. Ou alors leur progéniture, parce que je suppose qu'ils vont faire hériter ça à leurs enfants. Le casse du siècle. On parle quand même là de Zelensky, un acteur à la base, un comédien qui a réussi à faire le casse du siècle, la carrière la plus rentable de l'histoire. Son boulot, c'était de jouer un président IRL. Il a dit, tiens, vu que je suis président, est-ce que je peux détourner de l'argent? Oui, allons-y. Full détournement. Voilà, c'est ça leur objectif. Il est en train de se payer globalement, hein, vraiment. Ne lui reprochez pas ça. Avant qu'on ne continue, prends une seconde pour t'abonner. Ici, on partage chaque jour des vidéos variées. Actualité, géopolitique, histoire, interview et analyse. Parfois, on rit, parfois, c'est plus sérieux. Mais à chaque fois, il y a quelque chose à retenir. Et en t'abonnant, tu ne manqueras pas les sujets qui t'intéressent. Et tu rejoins une communauté qui apprend et avance ensemble. Si tu veux aller plus loin, ou alors soutenir la chaîne, tu peux devenir membre. Et si tu es curieux d'autres univers, nous avons d'autres chaînes. Excel Enrich pour l'univers tech, le jeune initié pour la culture et la spiritualité africaine. Je te laisse tous les liens en description. Voilà, c'est dit. On retourne au sujet. Je pense que la composante mafieuse de cette affaire est toujours sous-estimée, mais c'est ça l'objectif, puisque quand les objectifs géopolitiques et militaires ne sont pas là, et que les gens continuent à se battre comme des fous pour demander de l'argent, c'est qu'il y a une raison. Et je pense qu'elle est là. Malheureusement, c'est ça le fond de l'affaire aujourd'hui. Et tant que ça marche. On a bien vu qu'après Anchorage, Zelensky était prêt à aller à Moscou pour se faire dicter sa conduite et donner, faire cadeau des territoires qui ne sont déjà plus les siens. Mais à partir du moment où on lui a dit on va te donner 100 milliards, il a changé du jour au lendemain. Donc, à mon avis, le problème est là. Laurent Braillard, j'ai vu, quand vous avez entendu 60 milliards, vous avez un petit peu tiqué? En fait, moi, ce qui m'attriste dans cette histoire, bon, au-delà du fait que c'est le tonneau des Danaïdes, hein, c'est sans fin, évidemment. Hein, on pourrait mettre 300 millions, 400 millions, voilà, ça ne servirait pas à grand-chose. Mais ce qui n'est pas dit derrière tout ça, ok, les milliards, mais les hommes. Combien d'hommes en Ukraine le TCC va devoir rafler encore? Combien de sang va couler? C'est ça, ça c'est pas dit derrière.
Justement, le but, c'est même pas que ce soit dit. Le but, c'est que ce soit bien caché. Comme le monsieur disait, c'est toute une mafia qui s'organise. Et dans cette mafia, les hommes ne seront considérés que comme des chiffres, comme des données voire même négligeables. Parce que ce qui les intéresse, c'est pas la guerre, c'est pas la population, c'est rien de tout ça. Tout ce qui les intéresse, c'est simplement récupérer l'argent, c'est tout. Mais ça, par contre, comment l'Ukraine va affronter ça ? Jusqu'à quand l'Ukraine peut mourir, le petit peuple ukrainien peut mourir, c'est catastrophique. Jusqu'à ce qu'on dégage Zelensky. Il ne faut pas oublier que c'est Lindsey Graham qui avait dit que c'était le meilleur investissement pour les États-Unis. Il n'y avait pas un Américain qui mourait, il y avait que des Ukrainiens. D'ailleurs, les paroles du faucon Lindsey Graham qu'il vient de relayer là, sont très révélateurs de la psychologie des grandes puissances occidentales. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils n'aiment pas quand c'est leur population qui vont directement au front. J'en ai parlé dans une vidéo dédiée aux membres. Je vais globalement expliquer ce qui se passe. On peut prendre des explications rapides sous 4 angles. La dimension historique, la dimension philosophique, théologique et même géopolitique. Sur la dimension historique, c'est déjà l'héritage de leur grande guerre tribale. Ça a été littéralement un traumatisme pour eux. L'Europe a été le théâtre des 2 conflits les plus meurtriers de l'histoire. 1914-1918, puis 1939-1945. Résultat, plus jamais les populations ne vont accepter de payer en vies humaines pour des conflits de masse. C'est pour ça qu'ils ont dû inventer par la suite l'OTAN, non ? Pour pouvoir déléguer en fait la sécurité collective et externaliser les risques. C'est pour ça. Puis il y a le colonialisme et les guerres par procuration globalement qui ont entériné ça dans leur tradition. En gros, pendant la colonisation, les armées européennes utilisaient déjà les populations locales comme étant des supplétifs en fait. On va vous parler des tirailleurs, on va vous parler des goumiers, etc. C'est ce réflexe d'envoyer d'autres mourir à leur place qui est devenu littéralement une habitude stratégique chez eux. Comme ça, eux, ils conservent la supériorité de population en termes de quantité. Sachez que la population est une arme extrêmement efficace, surtout quand vous voulez dominer. C'est comme ça qu'après 1945, donc la période de la guerre froide, les États-Unis ont mené une guerre, une rivalité constante et continue via pratiquement uniquement des proxys. Vietnam, Afghanistan, Angola, etc. Vous comprenez comment est-ce que l'Occident a hérité de cette logique. Parce qu'ils veulent limiter les pertes directes chez eux de soldats occidentaux pour pouvoir éviter le rejet de la population ou encore éviter d'être affaiblis et qu'une autre organisation, un autre pays ne les attaque pendant cette période où ils sont faibles. On switch à la dimension philosophique, mais principalement le rapport à la mort et au confort. Les sociétés occidentales valorisent la vie individuelle comme étant le bien suprême. Donc, la mort massive des citoyens est devenue politiquement inacceptable, contrairement par exemple à d'autres cultures où il y a le sens du sacrifice collectif. Il y a certaines sociétés où c'est valorisé. L'Occident raisonne en termes de coût-bénéfice globalement. Une guerre où on peut sacrifier ses propres soldats est considérée comme étant une mauvaise gestion du risque. D'autant plus s'ils sont capables de faire payer le sang d'autres personnes. Et leur société est habituée à un certain confort matériel et social. Les populations occidentales rejettent donc l'idée que leurs enfants aillent mourir sur le front. Les dirigeants le savent et donc préfèrent même faire des guerres indirectes. Dans la dimension théologique, on peut parler de leur tradition chrétienne. Ça, c'est ce qu'ils ont vendu. Je parle de Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, avec la théorie de la guerre juste. On parle des gars qui ont théorisé la guerre juste. C'est-à-dire faire la guerre pour des causes morales. C'est comme ça qu'on leur vendait les croisades, non? Faire la guerre pour des questions morales, mais sans barbarie excessive. Ça a donc laissé un paradoxe. L'Occident veut apparaître comme étant moral, mais ils veulent quand même mener des guerres en continu. Résultat, ils préfèrent financer ou armer d'autres, mais évitent d'assumer le sang directement. Et c'est comme ça qu'on peut voir aujourd'hui leur manière de penser là, laisser d'autres salir les mains à leur place, motiver les financements à Israël, motiver les financements à l'Ukraine et j'en passe. Parce qu'ils ne veulent pas assumer directement les bombardements et le coût en vies humaines. À partir d'un certain moment aussi, leur population a rejeté le sacrifice humain comme étant une valeur spirituelle. Ça ne passe plus, en fait, sauf dans certains cercles extrêmement restreints. Donc, la souffrance doit simplement être évitée, pas recherchée. Maintenant, dans la géopolitique, vous devez comprendre que les pays occidentaux savent que leur vraie force, c'est dans l'économie. Le fait qu'ils ont réussi à contrôler l'économie d'une bonne partie du monde, ça réside dans les médias et la technologie, pas la démographie. Vraiment pas la démographie. La dernière fois, j'ai fait comprendre dans une vidéo que la Chine et l'Inde, c'est 2,5 milliards. Il y a quelqu'un qui est venu me corriger en disant que c'est beaucoup plus. C'est 2,8 milliards. Donc 2 milliards 800 millions d'individus recensés. 2 milliards 800 millions d'individus recensés. Là où tout le bloc occidental, tous les pays occidentaux réunis,
c'est 700 millions. Donc ils savent que leur véritable force, ce n'est plus la démographie. C'est pour ça que la stratégie logique pour eux, c'est de chercher à affaiblir leurs adversaires en utilisant leur argent et leurs armes, mais pas leurs soldats, les soldats d'autres gens, les soldats de proxy. Aussi, en utilisant le proxy, ils peuvent contrôler le narratif. L'Ukraine contre la Russie, l'Israël contre la Palestine, les rebelles syriens contre Assad, etc., etc. L'Occident pourra toujours dire « ce n'est pas nous, c'est eux, regardez ». Donc ça garde une image propre de l'Occident tout en influençant le résultat de ce qui se passe. Après, il y a aussi le fait que les guerres directes ont souvent des conséquences dans les deux camps. Et ils préfèrent ne pas risquer parce qu'une guerre directe peut par exemple entraîner la chute de gouvernements occidentaux. Si on prend le cas du Vietnam, mais les Américains ont été traumatisés, ils ont été traumatisés par cette défaite. Un échec si cuisant qu'ils n'ont même pas voulu le raconter dans l'histoire. Un échec si cuisant qu'ils ont réécrit l'histoire dans les films Rambo. Juste pour vous dire à quel point c'était grave. Donc, ils externalisent le coût humain globalement. C'est ça que vous devez comprendre. L'Occident va financer, va entraîner, va armer, mais va faire combattre les armées locales. Ils ne vont pas faire combattre leurs propres armées. Le prix du sang est payé par d'autres peuples, tandis que l'Occident garde le contrôle sur la stratégie globale. C'est comme ça que vous devez comprendre ce truc. Bonne affaire. Voilà, ouais. Bonne affaire. Mais est-ce qu'il va les trouver, ces 60 milliards? Parce que c'est pas la France qui va lui donner. Alors ça, c'est le problème, parce que si on suit un peu ce qui est en train de se passer, il y a un article qui est sorti hier dans le Financial Times qui explique que les Européens sont en train de revenir à la charge pour aller piquer les assets russes qui sont gelés en Belgique. Et dont ils veulent se servir pour financer cette guerre. Parce que les Américains ont dit, vous voulez la continuer, vous allez nous acheter les armes. Oui, mais avec quoi on les paye? On n'a pas un rond, on est fauché. Démerden Sie sich. Et les gars, ils vont essayer de taper dans les assets russes et dans les intérêts. C'est une évidence. Alors l'administration Trump refuse désormais catégoriquement de continuer à mettre la main au porte-monnaie, et entend plutôt faire payer l'OTAN, c'est-à-dire l'Union européenne, dont les membres sont de moins en moins enthousiastes pour remotiver les alliés. L'Ukraine et la Pologne se sont lancés dans une campagne de communication affirmant que des drones russes auraient violé l'espace aérien polonais. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, a réagi. Écoutons-le. Non, là c'est bon. On a aussi déjà plusieurs fois traité l'affaire. Le message principal est passé. Zelensky qui veut plus d'argent pour pouvoir financer la guerre que l'OTAN lui a intimé de faire. Lui, il a raison de demander cet argent. C'est à eux de trouver. Lui, il a accepté de payer en vies humaines ukrainiennes. Les Ukrainiens ne l'ont pas accepté. C'est Zelensky qui l'a accepté. Maintenant, faites votre part du boulot. Envoyez-lui l'argent. Ruinez-vous pour les guerres de proxy que de toute façon, vous n'allez pas gagner. Contre l'Afghanistan, vous n'avez pas gagné. Contre le Vietnam, vous n'avez pas gagné. Si vous pensez que vous allez pouvoir gagner contre la Russie, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Portez-vous bien. Jusqu'à la prochaine.